Matériau organique polymère. On appelle macromolécule une très longue chaîne moléculaire. On appelle polymère un ensemble de macromolécules engendrées par la répétition d'un motif. Et on appelle le degré de polymérisation N quand on a N monomères. Quand on a N monomères qui vont former un motif qui s'enchaîne avec un nombre N qui est très conséquent, qui va de plusieurs centaines à plusieurs milliers, qui est le degré de polymérisation. Alors, quelques exemples de vieux polymères: la celluloïde qui est fait à partir de nitrocellulose et de camphre, ou la galatite, aussi appelée pierre de lait, fait à partir de caséine et de méthanal. La bakélite fait à partir de phénol et de méthanal. Ce sont les premiers polymères qui ont été faits, qui ont été abandonnés, à part pour la galatite, enfin, même abandonnés car supplantés par des polymères moins nocifs et moins chers. Les polymères artificiels peuvent être formés à partir de transformations de polymères naturels et sont à distinguer des polymères synthétiques formés à partir de la pétrochimie. Alors, indice de polymolécularité. Donc, on a un indice de polymolécularité qui va nous donner en fait la moyenne des masses molaires en masse par rapport à la moyenne des masses molaires en nombre. Et c'est le rapport des deux. Ça va nous dire si l'IP est faible, ça va dire qu'on a une grande homogénéité des molécules et ça va souvent lui donner des propriétés plus intéressantes. Les polymères peuvent être classés en différentes parties: les thermoplastiques, les thermodurcissables. On pourrait rajouter aussi les élastomères. Les thermoplastiques sont souvent, sont des polymères qui sont branchés, qui peuvent être linéaires, qui peuvent être branchés, qui peuvent être en peigne, mais il n'y a pas de réticulation. Ce qui caractérise les polymères durcissables, les thermodurcissables, c'est la présence de réticulation qui sont des liaisons covalentes qui ne peuvent pas être détruites par une augmentation de chaleur. Au contraire, plus on les chauffe, plus ils peuvent former de réticulation et plus ils durcissent. Ils ne peuvent qu'être détruits par combustion. Alors, exemple de polymérisation pour former du polyester. C'est un thermoplastique linéaire semi-cristallin qu'on appelle le PET. Alors, on part d'un dialcool et d'un diacide, et donc par élimination, on voit ici qu'on va éliminer une molécule de H2O en faisant apparaître ici un groupement ester. Et donc voilà, il y a la grande chaîne avec les motifs qui vont s'enchaîner avec l'ester au milieu. Et ici on voit qu'on a aussi alors le O qui s'enchaîne avec COO. On a aussi un ester sur les côtés. Polyamide, c'est à peu près la même chose. On a aussi sauf que, alors pour un polyamide, non, c'est pas la même chose, puisqu'on n'a pas un dialcool et un diacide, on a une molécule qui est d'un côté un acide et qui est un diacide, pardon, et de l'autre côté, par contre, oui, on ne fait pas réagir avec un alcool, on fait réagir avec une diamine. Et donc, on va former, comme par exemple ici, le nylon, en formant des chaînes qui sont caractérisées par le groupe CONH, qui est le groupe amide. Et ça va faire donc un polyamide, et exemple le polyamide 6,6 qu'on appelle du nylon 6,6. Il pourrait y avoir du nylon 6,10. Dans ce cas-là, ça serait 6. Il y aurait un 6, ça serait la même molécule ici, et il y aurait un 10 ici. Isomérie de fonction, position, chaîne, géométrie. Donc les polymères peuvent s'arranger de différentes façons. Ils peuvent être plus ou moins réguliers. Alors par exemple ici on a le PVA, qui est un polymère vinylique. On peut avoir quand on enchaîne le motif, il pourrait y avoir finalement un tête à queue, c'est-à-dire qu'on a le motif, le CH2, le motif, le CH2, etc. Donc en fait une alternance stricte, soit un tête à tête, c'est-à-dire qu'on a
motif, en fait on aurait CH, motif, motif, CH, motif, motif, CH, etc. L'addition peut être non, ça je passe. La configuration, si on a un polymère qui est caractérisé par des configurations RS qui dépendent bien sûr des substituants qu'il y a dans le motif, ça peut être une formation liée au hasard, auquel cas on dira qu'on a un polymère qui est atactique, mais ils peuvent être tous du même côté, par exemple tous ici en arrière ou tous devant, et ça sera syndiotactique dans ce cas-là. On a aussi des polymères qui sont alternés, avec un motif A, un motif B, un motif A, un motif B. On pourrait avoir un polymère qui est appelé greffé, avec des motifs A et sur lesquels des motifs B peuvent venir se greffer. On peut avoir un polymère statistique, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement de A, B qui est complètement aléatoire, ou ce qu'on appelle les polymères à bloc, comme le Rilsan par exemple, avec un ensemble de A, un ensemble de B, et en contrôlant la longueur des chaînes de polymères en A et des chaînes de polymères en B, on peut donner des caractéristiques différentes et intéressantes au polymère. Alors ces propriétés sont caractérisées par des liaisons entre les différentes chaînes de polymères qui peuvent être des liaisons fortes, dans le cas d'une réticulation par vulcanisation, c'est ce qui permet de durcir le caoutchouc pour faire des pneus par exemple, ou des liaisons faibles qui sont des liaisons de Van der Waals. Alors soit des liaisons de Van der Waals, des liaisons faibles dans le cas du polyéthylène, mais ça peut être aussi dans le cas des polyamides, des liaisons hydrogènes qui se forment et qui rendent le polyamide particulièrement résistant, notamment le Kevlar. Conformation entier-gauche. Alors la notion de pelote statistique, c'est qu'en fait on a le polymère qui est complètement recourbé sur lui-même. Il y a un aspect anthropique des choses, c'est-à-dire que la solution, enfin la configuration qui est la plus désordonnée, c'est celle qui va se regrouper en pelote. Parce qu'on prend, plus c'est aligné, plus c'est ordonné, et donc plus c'est en bazar, et plus ça va finalement former une pelote. Et l'enchevêtrement des pelotes va aussi donner les caractéristiques au polymère. Quand on met un solvant dans le plastique, en fait, le solvant va se glisser à l'intérieur des pelotes et va pouvoir éventuellement la faire gonfler, voire séparer les différentes pelotes entre elles. La concentration lorsque la concentration au polymère augmente dans le solvant, alors il y a interpénétration des pelotes, perte de flexibilité, c'est ce qui se passe par exemple quand de la peinture sèche. Un polymère peut être amorphe, dans ce cas il y a un enchevêtrement qui est complètement aléatoire, ou semi-cristallin, c'est-à-dire qu'on a des parties où en fait on a un alignement des molécules qui vont donner ce qu'on appelle des cristallites, des microzones qui sont cristallisées, qu'on pourrait assimiler à des zones de spaghettis collés, alors que tout le reste est collé dans leur long, alors que tout le reste est enchevêtré. Ça peut être aussi en ligne, plan ou en hélice, former des câbles, tout ça fait un ordre local qui va modifier les propriétés du polymère. La température de fusion, c'est la température à laquelle il y a rupture des cristallites et donc toutes les chaînes de polymères qui glissent les unes par rapport aux autres. Et on appelle aussi température de transition vitreuse la température à partir de laquelle on commence à avoir une augmentation significative de la viscosité. Voilà, donc on pourrait dire que la viscosité est nulle au-dessus de la température de fusion, ça s'écoule très facilement. Elle n'est pas nulle mais pas négligeable. Elle n'est pas nulle mais pas négligeable entre la température de fusion et la température de transition vitreuse. Et par contre, elle devient en dessus de la température de transition vitreuse, la viscosité est tellement grande qu'on peut considérer que ça devient insolide, comme par exemple la glace. D'un point de vue mécanique, on a les polymères qui sont caractérisés par une grande plasticité avec possibilité d'apparition de striction, donc la striction étant cette partie-là de la courbe, le module d'élasticité qui est la pente ici de cette courbe contrainte déformation. Ce module d'élasticité dépend de la température. Alors il y a, quand on est dans l'état pour un polymère semi-cristallin, on a un module d'élasticité qui ici
est de l'ordre de 1 gigapascal, 3 par exemple pour le nylon. Quand on arrive à la température de transition vitreuse, à ce moment-là, on a effectivement un deuxième palier qui va nous montrer que on a perdu un petit peu de... on est plus souple, on a perdu la cristallinité en fait. Par contre, ça reste encore, ça se tient encore, et par contre, à partir d'une température, de la température de fusion, il y a effondrement du module de Young qui va former à nouveau un autre plateau. Si on a un solide qui est amorphe, on va pas pouvoir retrouver le plateau, on va pas retrouver le plateau dû à la perte de cristalline, la perte des zones dues au cristallite, et on va simplement avoir une chute très importante du module de Young, et on va et alors ça, oui, c'est si l'indice de molécularité augmente, on peut avoir une température de fusion qui est plus grande, donc une plus grande résistance à la fusion. Quant à un composé caoutchoutique qui est caractérisé par des liaisons covalentes entre les différentes pelotes, donc on a un polymère qui est réticulé, en fait on va pas pouvoir avoir une chute drastique du module de Young, puisque les liaisons covalentes, même si l'agitation thermique est suffisamment grande et qu'il y a quasiment plus de lien entre les différentes chaînes de polymères, il y a toujours les liaisons covalentes qui, elles, ne peuvent pas se détruire à cette température qui n'est pas assez élevée, ça peut que se détruire par combustion, et donc on va avoir finalement un plateau de... on va avoir un plateau de module de Young, c'est-à-dire que ici on a une température, enfin on a le module de Young qui va rester souple. En fait, on a le module de Young qui va rester fixe, pas souple, et en fait, un élastique tout simple, comme on en rencontre dans la vie courante, c'est un polymère caoutchoutique qu'on utilise finalement au-dessus de sa température de transition vitreuse, c'est-à-dire qu'en fait, les différentes chaînes de polymères glissent très facilement entre elles, comme si le plastique était fondu, mais il y a quand même les différentes réticulations qui maintiennent une forme d'ensemble et qui lui permettent de garder son aspect solide. Donc en fait, un élastique, c'est un espèce de mélange, on pourrait dire, de manière peu rigoureuse, entre l'état liquide et l'état solide. Et c'est ce qu'on appelle l'état caoutchoutique.